Bonjour les amis du musée de l'Abbaye Sainte-Croix, vous souhaite une belle, douce et heureuse année, qu'elle soit meilleure que 2020 en tout cas. Nous sommes très heureux d'accueillir Jacques Pie aujourd'hui. Alors pour une conférence un petit peu particulière, sur un format particulier, ce sera plutôt un regard sur une exposition, le regard d'un critique d'art, le regard d'un commissaire d'exposition et d'un compagnon de longue date d'Éric Fontenot, puisque vous vous connaissez depuis... Depuis la fac, en fait, depuis l'université, les études d'art plastique à Rennes 2. Bon, après, on a eu des parcours un petit peu différents, puisqu'on a été nommé comme prof d'art plastique dans des villes différentes. Mais après, on s'est revus plus particulièrement à partir du moment où on commençait à faire des expositions, me sollicitait pour des textes. Donc, le premier texte que j'ai écrit pour Éric, c'était, je crois, 91. Donc ça fait un compagnonnage aussi d'écriture, puisque le texte pour le musée ici, pour le catalogue du musée, c'est le 5e que je lui rédige, avec des entrées différentes, à chaque fois essayer de trouver des thématiques et des façons d'aborder son travail différentes. Voilà, donc c'est vrai que c'est une amitié solide, puisqu'il y a 2 jours j'étais encore avec lui à discuter de choses et d'autres. Donc je suis ravi de cette exposition parce que d'une part c'est une magnifique exposition, c'est un moment aussi un peu clé de son travail, puisqu'on peut le voir avec, j'ai souhaité comme ça démarrer un petit peu ses commentaires à partir de ses dessins, ses portraits, parce que j'ai eu l'opportunité d'aller à Alger au moment de son exposition, et en fait c'est à l'invitation de l'Institut français d'Alger qu'il avait pu réaliser une exposition. Il y va une première fois, et je ne sais plus si c'est en 2016, 2017, peu importe, il y va une première fois, s'imprègne d'un certain nombre de choses, fait des photos, m'envoie quelques images, etc. On ne sait jamais si ce sont des images directes ou si c'est des images qu'il va puiser, ou des cartes postales, ou des choses comme ça. Et en fait, quand il va réaliser ces portraits-là, et en particulier celui-ci, qui est un portrait d'une femme algérienne, il va chercher dans un catalogue, qui est un catalogue édité au Mucem, donc à Marseille. Donc c'est assez rigolo de voir qu'il va chercher des sources d'inspiration qui sont beaucoup plus proches de nous qu'à Alger. Et en fait, ce sont des photographies de Mohamed Dib, qui est un des plus grands écrivains algériens contemporains, qui a fait des photographies en 1947, c'est une période de sa vie. Il va réaliser plein de photographies. C'est peut-être un épisode seulement, parce qu'on ne connaît pas d'autres. Enfin, personnellement, je connais mal son œuvre photographique, mais je pense qu'elle est limitée à cette période de 1947. Et donc, ça sert comme ça de base pour Éric de saisir comme ça un portrait et d'annoncer quelque chose qu'on va voir dans l'exposition des Sables ici, c'est-à-dire cette galerie des portraits des explorateurs, qui est une façon tout à fait inédite de sa part d'affirmer la présence humaine dans son travail, alors qu'elle était tout à fait épisodique. On l'a ici avec les albums où on voit des personnages qui sont des personnages, des citations, un peu des stéréotypes de personnages qui s'inscrivent comme ça dans ces albums, avec des citations de cartes, avec des citations de textes. Donc tout d'un coup, c'est la figure humaine qui s'affirme. Alors le deuxième point aussi, c'était ça, pour renforcer cette idée-là, c'est ce dessin. Quand il va au Maroc, en définitive, il fait des photographies, etc. Mais en réalité, les dessins du Maroc, c'est extrait d'une carte postale d'un souk, une carte postale des années 30, d'un souk marocain, dont il extrait ces 3 femmes qui sont en fait sous une espèce de tonnelle en bambou qui projette comme ça des ombres et des lumières, une carte postale qui est absolument magnifique, dont il extrait ce point de vue. Éric, il y a une œuvre qui est aussi très importante, qui est créée, je crois, en 1994. C'est ce qu'il appelle la bibliothèque, c'est-à-dire que c'est une œuvre évolutive, c'est une œuvre qui est réalisée à partir de frottage de dos, de reliures de livres, et qui met en scène comme un espace à l'intérieur duquel on peut
déambuler d'une certaine manière ou dont on était exclu. Et à Alger, on était obligé de voir cette bibliothèque à travers un oculus, c'est-à-dire d'une façon de présenter cette bibliothèque comme une caméra obscura. Alors ici, ce n'est pas cette bibliothèque-là, mais enfin, ça fait référence à toute cette mémoire, la mémoire des livres, la mémoire des cartes, la mémoire des atlas, des dictionnaires, enfin de toutes ces sources qui font la partie fondamentale du démarrage de son travail, c'est-à-dire à partir du moment où il se saisit de la codification des représentations terrestres par les géographes, par les cartographes, avec ces systèmes codifiés de représentation qu'on voit ici associés à cette bibliothèque, ce meuble bibliothèque avec ses livres rangés. Donc Marine 1, qui est une œuvre de 1985, donc véritablement le démarrage du parcours d'Éric Fontenot. C'est une pièce qui est intéressante parce qu'elle montre aussi sa capacité d'outrepasser la question du dessin et d'aller comme ça dans une installation, de mettre en œuvre des projets qui nécessitent un pilote du LM, un staff avec un photographe, avec des personnes qui vont installer sur la mer ces points de repère qui font référence à cette boussole avec ses références ce nord magnétique. Et alors, donc l'anecdote, c'est qu'en fait, il va installer ça dans cet espace, dans la baie du Croisic, avec cette maison qui est très importante pour lui, puisqu'il va raconter que dans cette maison, il y a quelqu'un qui les observe avec des jumelles, en se demandant qu'est-ce que font ces olibrius à faire cette installation sur la mer. Et il va rencontrer cette personne qui est le Toumelin, qui est le navigateur, c'est Jean-Yves Toumelin. Et Éric va lui expliquer ce qu'ils sont en train de faire, il lui explique en plus ce qu'est le nord magnétique, comme ça, sans savoir à qui il s'adressait. Donc il y a cette anecdote qui est assez amusante parce que, en plus, cette maison, elle n'aurait plus le droit d'exister maintenant avec la loi du littoral, mais enfin, c'est un grand navigateur qui écrit donc Kurun, du nom de son bateau, et à côté on a cette œuvre qui est un ensemble de cahiers, comme ça, qui s'ouvrent, qui sont dactylographiés, et dont les espaces, les blancs laissés par la dactylographie, reprennent la côte qui est décrite dans le texte. Donc on voit ici, dans ces blancs, des îles, la côte qui se dessine sur ce papier. Alors, ce qui était intéressant dans son travail, c'est le fait que tout d'un coup, de la carte, on passe à la réalité. C'est-à-dire qu'on transpose à l'échelle du réel quelque chose qui est un élément de la cartographie. Donc la carte c'est le paysage. C'est-à-dire qu'on est ici dans une substitution comme ça de la cartographie sur le réel. Alors c'est ce que c'est Borges qui, dans une de ses nouvelles, je crois que c'est dans l'histoire de la famille, et qui parle de ces gens, de ces cartographes qui reproduisent le monde à l'échelle de 1 et font des cartes qui vont finir par se superposer sur la réalité et finir par recouvrir toute la réalité. Ce qui est un peu ce qui se passe à l'heure actuelle avec Google Earth, c'est-à-dire qu'on a une vision totale de tous les coins du monde et on pourrait recomposer une image totale de la surface de la Terre. Alors ça, c'est intéressant aussi parce qu'il y a de la cartographie au réel. Il y a une autre référence que j'aime beaucoup, c'est les naufragés du A. C'est la bande dessinée de Fred avec ce jeune héros qui s'appelle Philémon, qui tout d'un coup se trouve dans la bande dessinée, dans un lieu, et puis on lui dit « mais vous êtes sur la lettre A ». C'est l'île A du mot Atlantique qui est sur le globe écrit sur le globe terrestre. Donc Atlantique, et il y a une œuvre d'Éric qui s'appelle Bermude. On pourrait penser à la même chose, que toutes les lettres du mot Bermude sont autant d'îles qui s'intègrent complètement à l'archipel je sais pas si c'est un archipel, s'il y a 7-8 îles des îles Bermudes, comme ça.
Donc voilà, c'est un des points intéressants, comme ça, du basculement possible entre la réalité et la représentation cartographique. On a bien compris que les sources iconographiques d'Éric Fontenot, c'est tout ce fond documentaire qui est issu de la cartographie, des représentations codifiées de la cartographie. Et dans cette œuvre ici, il y a une espèce de variation comme ça sur le thème de la représentation du monde. On peut y voir le globe ici suspendu en l'air, comme il est habituellement. Et puis des jeux comme ça, graphiques, où le globe contiendrait presque à l'intérieur des espaces. On peut même imaginer une espèce de toupie comme ça, à l'intérieur de laquelle il y aurait la bibliothèque. Il y a le jeu où le globe est un cube, ce qui est un paradoxe, grillagé. Il y a tout cet espace-là. Et puis le personnage qui désigne un point qui est noté par cette loupe comme ça qui fait apparaître quelque chose. Alors ce personnage-là, c'est presque un personnage qu'on retrouve dans son travail antérieur, c'est celui de l'astronome, du géographe, de celui qui fait la géométrie. Ce sont des figures classiques de la Renaissance et qu'on retrouve dans un certain nombre de ses œuvres. Alors, il y a aussi toute la réflexion qui est évidemment celle de la représentation du monde, c'est-à-dire de passer de la platitude d'une carte à la représentation en volume. Alors, les gens disent maladroitement que la Terre est ronde. Non, elle n'est pas ronde, elle est sphérique. Déjà, donc on a un espace, un volume, et puis une mise à plat avec tout ce que je veux dire, les gens ont imaginé, en particulier sous l'influence des religieux, en pensant que la Terre était plate, parce que ça correspondait aux écrits bibliques et qu'on ne voulait pas en sortir. D'où les grandes théories qui sont émergées à ce moment-là. Donc ça, c'était un point intéressant. Alors, Éric va nous prouver d'une certaine manière que la Terre est ronde en imaginant comme ça ce big leap, c'est-à-dire ce grand saut, c'est-à-dire de parcourir la surface, de parcourir la circonférence comme ça du globe terrestre en 2 enjambées. Donc un pied d'appel qui se fait le pied gauche sur la plage de Samar en Loire-Atlantique, et puis le deuxième pied qui va atterrir sur une des îles de Hawaï, donc aux antipodes, et là l'antipode étymologiquement correspond bien à cette réalité-là. Dans un premier texte, je me donne le droit de la gamberge, c'est-à-dire de délirer un peu sur les choses et de voir ici, par exemple, d'imaginer quelle serait la taille de cette personne, d'imaginer les choses, c'est-à-dire que si on met un pied d'un côté et l'autre à l'autre côté de l'hémisphère, on est dans la nuit. Donc voilà, c'était des hypothèses comme ça. Alors, au-delà de cette gamberge, enfin ce délire comme ça, la force de cette œuvre-là, c'est que c'est pas réaliste, c'est pas du tout crédible, sauf que ça nous emmène dans un imaginaire qui est formidable. C'est un peu, c'est Alice au pays des merveilles, c'est-à-dire qu'on change d'échelle, on imagine ici Alice ou Gulliver d'ailleurs, et puis cette trace, ce pas, qui sont 2 pas qui sont dans l'espace, sont aussi 2 pas qui peuvent être dans l'espace-temps. Alors je pensais à cette empreinte d'un pas d'adolescent dans la grotte de Pechmerle, c'était 20 000 ans avant notre ère, et puis le pas de Buzz Aldrin sur la Lune. C'est-à-dire qu'on est ici dans un écart absolu qui est de cette histoire de l'empreinte du pied qui nous fascine avec cette œuvre. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir toute la complexité de la mise en œuvre de ce travail. Faire des empreintes sur une plage, c'est
c'est toute une équipe là encore, c'est toute une codification à trouver pour que la crédibilité de ce pas puisse se faire. Alors, les grandes séries qui ont été réalisées par Eric à une période, dans les années 90, ça a été ces séries d'archipels qui s'est développées dans des configurations soit très éclatées, hein, on voit celle l'archipel du musée de Nantes, ou celle-ci qui s'organise comme ça dans une figure qui met presque en perspective les choses. Alors l'archipel, c'est des îles fictives, et ça renvoie à ce que une anecdote que cite l'écrivain Jean-Pierre Abraham dans un de ses livres, c'est-à-dire qu'il raconte comment les cartographes à une époque, quand ils retranscrivaient comme ça les expéditions, les relevés d'expéditions, ils s'amusaient à rajouter des fois une île qui n'existait pas sur les cartographes, sur les cartes. Et à ce moment-là, les voyageurs suivants découvraient qu'il y avait une île qui n'existait pas et qui généralement était baptisée du nom on disait c'est l'île de la femme du cartographe, c'est-à-dire celui qui avait inventé cette île et que les gens ne découvraient jamais. Donc il y a cette idée comme ça d'une invention des îles qui est presque une tradition de la cartographie ancienne. Toutes ces arabesques, ces choses, il y aura presque une fantasmagorie, une figure de masque, il y a des brillances comme des brillances, bref, de loin on dit tiens bah oui c'est un reflet dans l'eau, c'est des ondes comme ça qui se diffusent, et puis quand on s'approche on voit que la complexité du travail est beaucoup autre, avec ces références quand même à quelque chose qui est assez, on verra peut-être dans une autre œuvre, il y a un côté estampe japonaise aussi, enfin dans la façon d'articuler les courbes ou les contre-courbes. Et ici aussi l'autre paradoxe est évidemment on peut définir Éric Fontenot comme un dessinateur, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise le noir et blanc, le noir et blanc effectivement en référence à la photographie, puis tout d'un coup on s'aperçoit qu'il y a une intrusion quand même de la couleur, mais que la couleur elle est aussi dans le noir et blanc, même quand on regarde ces montagnes, les blancs des montagnes, toute cette science qu'il a d'utiliser le noir profond, un noir dense et extrêmement charbonneux comme ça, et de faire apparaître comme ça un blanc très lumineux. Donc il y a là une forte maîtrise des choses. Dans le travail de référence, on voit bien que toute cette documentation, maintenant, Éric va puiser non plus dans la cartographie, même si elle est encore présente, mais dans des photographies qui ont un lien directement avec le réel, et souvent avec des photographies qu'on peut repérer. Celle à gauche, c'est une photographie de Willy Ronis, à droite, c'est Albert Jet-Pat. Donc voilà, mais qui sont tellement, j'allais dire, transfigurés par la force graphique et surtout la matière. C'est-à-dire que ce qui manque à la photographie, c'est la matière. Hein, alors qu'ici, on voit presque une épaisseur des blancs, une épaisseur des noirs, qui font que ces deux œuvres se détachent complètement de sa référence, jusqu'à des effets, je dirais presque de réticulation, comme ça, des réseaux extrêmement complexes qui se... comme un peu le rond dans l'eau, quoi. Plus on s'approche, moins on voit, quoi. Le paradoxe d'une image. Alors on retrouve ça évidemment dans ces grands panoramas qui associent à la fois des vues de montagne, dont on repère bien un petit peu la configuration de la montagne avec la neige ou pas la neige, et puis des choses un peu plus abstraites comme ça, qui sont des choses presque des cartographies fractales, avec l'insertion dans ces assemblages-là d'arbres, de vues de mer. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont c'est organisé. On peut presque penser à ces cartes Michelin, comme ça, qu'on a dépliées. Et c'est un des éléments importants dans l'œuvre d'Éric, c'est-à-dire
toujours avoir une œuvre qui soit accessible dans sa manipulation, dans son stockage, donc de faire quelque chose d'extrêmement léger, et que cette chose extrêmement légère ne l'empêche pas de déployer des énormes œuvres comme celle-ci, qui doit faire 8 mètres de long, et qui mêle à la fois des vues de montagne, des cartographies, et puis des vues de vagues qui sont là encore très proches, je dirais, presque des mers d'Okusai ou des estampes japonaises. Les alliés, donc une série de vieux registres comme ça, administratifs, dans lesquels sont inclus des cartes. Des cartes qui vont se révéler presque par transparence, c'est-à-dire c'est un vernis qui va comme ça faire apparaître ce qui est imprimé au dos de la carte et qui se déploie comme ça en des arborescences, qui est une figure assez récurrente dans l'œuvre aussi d'Éric, c'est-à-dire des arborescences qui font référence à ces algues dont je n'ai pas les noms en tête, mais voilà. Donc il y a 6 alliés comme ça qui ont été achetés par le FRAC Basse-Normandie et qui ont été prêtés à cette occasion-là. Dans une des cartes, des alliés, il y a des cartes japonaises de Hiroshima. Donc on voit aussi qu'il y a derrière un arrière-plan un petit peu dramatique dans cet étalement comme ça des choses. Et puis toujours c'est comme ici il y avait un centre vide ici. Et cette carte qui se déploie comme ça de plus en plus nette dans sa diffusion vers l'extérieur. Une vision un petit peu complexe comme ça de cette figure-là, puisqu'on retrouve des arborescences dans le fond, comme s'il y avait une diffusion comme ça, comme des fois on voit sur le sable quand la mer se retire, ces réseaux comme ça du sable, et puis cette forme ici. Alors, dans l'accrochage, elle est associée avec un coquillage et puis une autre forme un petit peu comme ça qui renvoie à un coquillage. Alors on pense que c'est un coquillage également. Coquillage un peu bizarre parce que c'est à la fois un coquillage et une île. Et on associe comme ça la représentation comme ça du paysage avec un élément naturel, un animal, chose qu'on va retrouver en face avec ces ailes de libellule en fait qui sont l'affirmation comme ça d'une vision un peu icarienne, on pourrait dire, du vol, et puis du survol, et puis dans les compartiments comme ça, presque des nervures, hein, il y a aussi une analogie avec une feuille. Dans les nervures, on retrouve des fragments de cartes, comme ça. Donc l'association assez puissante comme ça entre l'idée du vol, du survol. C'est un peu ce que Christine Bussig-Glucksmann, dans son livre, appelle l'œil icarien. Tout ce qui est la cartographie, en fait, c'est une représentation icarienne du monde, c'est-à-dire qu'on voit le monde toujours vu du dessus. Et là, c'est ces ailes de libellule qui sont sans doute et certainement les ailes d'Icare, puisqu'ils survolent le territoire, la planète, le paysage extrêmement fouillé, comme ça, qui est intéressant. Là aussi, comme une figure récurrente du travail d'Éric, c'est la figure du vortex. Donc on l'a dans les mangas japonais, qui sont des livres d'apprentissage, de dessin, comme il y en a édité par Okusai ici. Donc c'est ces courbes contre courbes, c'est ce tourbillon comme ça qui s'opère sur la surface de cette œuvre, qui est une œuvre intéressante parce que en fait c'est la seule peinture que, à ma connaissance, je connaisse d'Éric. C'est-à-dire que d'un coup, il est, on le voit bien, on l'a vu dans le cheminement d'exposition, grand dessinateur, un
grand opérateur, j'allais dire, de la mise en scène du noir et du blanc, hein, avec une espèce de façon magistrale de mettre en scène le noir et blanc. Et ici, tout d'un coup, c'est la peinture fluide qui dégouline, c'est la couleur qui est un peu masquée, qu'on voit derrière, les rouges, les blancs, les jaunes, les verts et les bleus. Donc un ensemble coloré qui, comme ça, est comme mis dans un tourbillon complet, avec une œuvre qui est assez monumentale dans l'œuvre d'Éric. On retrouve quand même cette façon de déplier une œuvre, hein, comme, je dirais presque comme une carte routière, comme ça on pourrait imaginer que c'est plié puis qu'on va déployer cette œuvre ici. Alors, on est quand même dans un effet de coupe entre l'aérien, le souterrain, le sous-marin, etc., les émergences d'îles, enfin, etc. Et ce qui je trouve extraordinaire dans cette œuvre-là, c'est d'avoir associé à la fois des choses extrêmement en référence à la réalité, très précises, et puis ce réseau de lignes, comme ça, une espèce de convention qui occupe comme ça le dessin et qui le signale, le souligne, comme ça, et le complète de manière un peu abstraite. Donc il y a cette harmonie comme ça entre ce travail graphique, tout comme autour des émergences d'îles, il y a ces pulvérisations d'une certaine manière de couleurs bleues, comme ça, comme si c'était des vagues qui avaient frappé les îlots et qui envoyaient des gerbes d'écume dans le ciel. Donc œuvre à la fois réaliste, enfin réaliste entre guillemets, comme ça, et puis complètement abstraite. C'est un équilibre très maîtrisé, comme ça, des deux versants, comme ça, comme on a vu tout à l'heure, plus on s'approchait d'une œuvre, plus elle était abstraite. Ici, on est quand même aussi dans un espace binaire. Le réalisme, même s'il est transposé schématiquement, et l'abstraction. Dans l'évolution du travail d'Éric, c'était évidemment pour cette exposition l'affirmation complète d'une galerie de portraits d'explorateurs, de navigateurs, de personnes un peu célèbres, dont une des figures qu'il représente ici, c'est celle d'Alexandra David-Néel, qui est une des plus grandes connaisseuses, qui était une des plus grandes connaisseuses du bouddhisme, etc., qui a énormément voyagé et qui ici le représente d'après une photographie, une espèce de force comme ça du portrait qui est une puissance d'un masque, une densité de regard, et il y a dans chacun des portraits de cette galerie-là une fusion qui se fait entre le personnage et son environnement, même si son environnement, on le voit, est complètement abstrait. C'est comme si une végétation, des lichens, des choses comme ça avaient envahi un peu l'espace et absorbé et intégré le personnage avec ses fourrures, enfin cette toque en fourrure. Il y a un côté qui s'impose, une puissance comme ça dans chacun de ses portraits. C'est comme le portrait de Jean Mallory aussi, qui a cette force hiératique comme ça, qui est extrêmement impressionnant. L'avantage ici, c'est d'avoir utilisé cet espace de comble qui est absolument magnifique, de l'avoir presque associé le bois, l'arbre, à la charpente, et de faire revenir la charpente à la forêt, d'une certaine manière, comme ça, et puis de trouver un système d'éclairage qui renvoie comme ça à une des périodes tout à fait anciennes. Moi, ça me fait penser à des périodes très anciennes d'Éric. C'est-à-dire quand il faisait des mouches arabiées. C'est-à-dire qu'on a ici une façon de filtrer la lumière à travers le réseau d'arbres, le noir et le blanc, comme un effet de vitrail qui s'est développé ici. Et puis, on a évidemment envie de se déplacer dans cette forêt, quoi, de circuler, de découvrir comme ça tous ces magnifiques dessins qui sont accrochés, comme ça, suspendus
merveilleusement bien éclairé. Très très beau travail. Là encore, avec des références. Des fois, on pense toujours à l'estampe japonaise, mais on ne pense pas après à ceux qui sont inspirés déjà aussi de l'estampe japonaise. Je pense à Henri-Georges Rivière, des gens du 19e siècle. Donc, ça fait partie de toute une filiation à laquelle on peut raccorder ce travail. Alors là, c'est pour moi une œuvre extrêmement intéressante et passionnante parce qu'elle va associer tout un tas d'éléments qui sont de l'ordre des cartographies du ciel céleste, hein, qui tout d'un coup passent du ciel dans l'eau. Comme ça, on a un renversement des espaces, une constellation d'étoiles qui se forment à la surface de l'eau. Je dirais une constellation, on pourrait dire de l'arbre, hein, une arborescence comme ça qui s'est créée, qui mêle à la fois les reflets d'eau, les reflets de lumière, et puis au fond cette île, et puis cet espace qui va se perdre vers l'horizon. Donc une œuvre très forte, on voit là encore graphiquement la puissance des Blancs, hein, l'émergence comme ça de la lumière au sein même du système graphique très noir, très puissant. Alors, une des caractéristiques du travail aussi d'Éric Fontenot, c'est qu'en fait, tous ces dessins, cette série de dessins, qui sont réalisés sur des feuilles, des papiers à la cuve, des feuilles d'arches, etc., sont quand même au départ délavés, quoi. C'est-à-dire il y a un lavis qui sert de fond et qui donne cette couleur un peu ocre, un peu grisâtre, comme ça, et sur lesquels il va dessiner et faire réapparaître, refaire surgir la lumière dans tout cet espace-là.